Alors, rebonjour. Donc, nous revoici pour parler aujourd'hui de l'hydrosphère, qui va être la quatrième sphère ou couche que nous allons voir. Donc, je suis présentement à la page 242 de Origine. Donc, on vous dit premièrement que hydrosphère veut dire sphère d'eau. Donc, nous allons parler de la partie liquide aujourd'hui qui entoure notre Terre. Donc, tout au début, on va tout de suite aller se faire... Oups, on va changer de couleur de crayon pour que ce soit plus visible. Tout de suite se faire une petite étoile à côté de la définition de l'hydrosphère. Donc, on nous dit que c'est l'ensemble des zones où l'eau est présente sur la Terre et l'eau se trouve sous différentes formes. On peut la trouver à l'état liquide, par exemple dans les glaciers et dans la neige. J'ai dit liquide, hein? À l'état solide que je voulais dire. On peut la retrouver ensuite à l'état liquide dans les pluies, les surfaces d'eau comme les lacs ou les océans. Et aussi dans les êtres vivants, parce que notre corps est composé, entre autres, d'eau. Et finalement, à l'état gazeux, dans l'air. Donc ça, c'est où on retrouve l'eau. Si on regarde maintenant l'image que nous avons ici à droite, on nous montre la proportion d'eau. Donc, je vais me faire aussi une étoile ici. Donc, on vous dit que 97,5% de l'eau est salée. Donc, c'est normal parce que quand on regarde le globe terrestre, la majeure partie de l'eau qu'on retrouve sur la Terre, c'est l'eau des océans et cette eau-là est salée. Ce qui veut dire que ce n'est pas de l'eau potable à ce moment-là parce qu'il faut la traiter, on ne peut pas boire de l'eau salée et que ces traitements-là sont vraiment très coûteux. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme eau douce? Il nous reste 2,5%. Maintenant, si on regarde ces 2,5% là, on va s'apercevoir qu'il y a une grande partie de l'eau qui n'est pas salée, qui est sous forme de glacier. Donc, c'est ce que nous avons au pôle Nord et au pôle Sud. Donc, à ce moment-là, c'est encore de l'eau qui n'est pas disponible pour la consommation, pour boire. On a ensuite de l'eau qui est souterraine. Donc, on a des nappes phréatiques que l'on appelle, donc qui sont des espèces de lacs souterrains. On retrouve à peu près 30% de l'eau qui est là. Et il reste 0,4% de l'eau douce qui se retrouve à la surface et sous forme de vapeur d'eau. Donc, quand on regarde ce que ça nous donne dans le texte à côté ici, on vous dit que l'eau se retrouve principalement dans les océans, mais par contre, qu'à ce moment-là, c'est de l'eau qui est salée, donc on ne peut pas consommer. Pour ce qui est de l'eau douce, elle est principalement emprisonnée dans les glaciers, dans les glaces, ou encore sous la terre. Et cette eau-là, malheureusement, elle n'est pas disponible pour nous. Donc, les eaux qui sont disponibles pour les êtres vivants, donc on vous dit que les seules réserves d'eau accessibles pour les êtres vivants sont les eaux de surface, cours d'eau, lacs, etc. J'ai marqué juste en bas un petit paragraphe ici, et j'ai marqué or bleu à côté. C'est qu'on fait parfois le parallèle. Donc, on se rend compte que vu que l'eau potable, l'eau douce qui est disponible à la consommation est très, très rare, on compare ça un petit peu à de l'or. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça l'or bleu. Et éventuellement, on ne sait pas où est-ce que ça pourrait nous mener. Hein. Certains pays pourraient en manquer de façon assez grave pour que ça puisse créer des guerres ou en tout cas des malentendus entre certains pays qui, eux, en ont plus. Donc, ici, ce que j'ai mis en alinéa, donc l'eau douce est disponible qui est disponible à la consommation, présente environ 0,015% de l'eau qui est sur la Terre ou de l'hydrosphère. Donc, il s'agit de quelque chose, d'une ressource qui est quand même assez rare. Donc, c'est pour ça qu'il faut lui faire attention. L'autre paragraphe juste en dessous, je te demanderai de le lire par toi-même. Donc, mets la vidéo sur pause, fais juste le lire. On y reviendra en classe, donc en lien avec les changements climatiques. Donc, on vous parle des carottes de glace. Donc, je te demande de mettre la vidéo sur pause et de lire ça avant de continuer. Donc, moi, je m'en vais maintenant à la page 244. Donc, page 244, on nous parle des liens ou des interactions entre l'hydrosphère et l'atmosphère. Donc, il y a un lien entre ces deux-là. Hein. On a vu tantôt que les nuages étaient dans la troposphère. Donc, les nuages, c'est en fait de l'eau qui s'est condensée. Donc, l'hydrosphère étant de l'eau, on a dit qu'il y avait de l'eau sous la forme gazeuse qui va former nos nuages. Donc, il y a un lien entre l'atmosphère et l'hydrosphère. Donc, ici, on va parler de quelques-uns de ces liens-là.
Donc, je me fais une étoile ici. Je vais changer de crayon de surligneur, tenter de voir si on peut voir mon surligneur à travers les couleurs. Donc, on vous dit que l'eau se réchauffe par le soleil et va s'évaporer dans l'atmosphère. Et à ce moment-là, elle va se refroidir. On se rappelle que plus on monte en hauteur dans la troposphère, plus il fait froid. Alors, à ce moment-là, quand l'eau s'évapore, quand l'eau monte en hauteur, elle va se refroidir et va former les fameux nuages. Si je m'en vais voir ensuite dans le deuxième encadré, ici, on vous dit que l'eau emmagasinée dans les nuages va retomber sous forme de pluie à ce moment-là et que les précipitations peuvent soit réchauffer ou refroidir l'atmosphère, donc qui va créer un équilibre entre les deux. Le troisième ici, on vous parle encore de l'évaporation et du fait que ça va régulariser les températures sur la planète. Et finalement, dans le dernier encadré, je pense que je vais me mettre en bleu pour qu'on puisse le voir ici. Donc, l'eau qui s'évapore dans le ciel, étant donné qu'elle est plus chaude, donc l'eau qui s'évapore dans le ciel, étant donné qu'elle est plus chaude, va former les nuages. La différence de température entre les deux, c'est ce qui crée les vents. Donc, le vent, c'est quelque chose, en fait, qui se passe entre une zone de basse pression et une zone de haute pression. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des vents entre les deux qui vont se créer, donc qui vont avoir tendance à passer d'une zone de haute pression à une zone de basse pression et qui va créer un mouvement d'air. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, la différence de température est à l'origine des vents et des autres phénomènes météorologiques, tornades, ouragans, etc. Donc, juste en bas, on vous parle un peu du changement climatique, mais on vous parle en fait surtout du rôle de l'hydrosphère ou encore du rôle de l'évaporation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et c'est quelque chose de très important. Donc, on vous dit que la vapeur, la vapeur d'eau, qui va se retrouver dans l'atmosphère, c'est le principal agent de régulation de température. En fait, c'est ce qui va créer ce qu'on appelle une partie des effets de serre. Donc, l'effet de serre qui est bénéfique à la vie. Si on n'avait pas d'effet de serre, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc, ça permet, donc l'espèce de couche de vapeur d'eau qu'il y a autour de la Terre va permettre de garder les rayons solaires, donc garder un petit peu plus notre chaleur, qui fait en sorte que la température de la Terre puisse être favorable au développement de la vie. Si on regarde, on vous dit que sur la Lune, il y a un écart de 350 degrés Celsius entre le jour et la nuit. Eh bien, tel qu'on le connaît présentement, il n'y a pas d'être vivant qui pourrait supporter une différence de 350 degrés Celsius en 24 heures. Donc, c'est très important l'effet de serre qu'on a et c'est entre autres à cause de la vapeur d'eau. Dernière page, page 245. Donc, à la page 245, on nous dit que l'eau qui tombe du ciel est la même eau qui tombe depuis très, très, très longtemps. La même eau, en fait, qui tombait sur les hommes préhistoriques, et j'irais même plus loin, c'est la même eau que les dinosaures ont bu il y a des milliards d'années. Donc, quand je dis ça, en fait, c'est que l'eau que les dinosaures ont bu, ils ont fini par la rejeter, hein, et cette urine-là va être purifiée et va être retransformée en eau. Donc, l'eau qu'on a sur la Terre, elle se régénère depuis le début du temps de la Terre, donc depuis des milliards d'années. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc, quand tu bois de l'eau, que tu vas à la toilette, cette eau-là, on a vu comment elle était un petit peu nettoyée pour la retourner vers les lacs et les rivières. Et ensuite, on va repuiser notre eau dans les lacs et les rivières, la rendre potable et la boire encore. Donc, c'est tout le temps la même eau qui est réutilisée. Et ça, on appelle ça le cycle de l'eau. Donc, le cycle de l'eau est représenté ici par une image. Donc, si je commence mon cycle avec, par exemple, l'évaporation, donc, on nous dit que l'eau liquide va être réchauffée par les rayons solaires et qu'elle va s'évaporer. Et là, en montant en altitude, on sait qu'elle va se refroidir. Donc, à ce moment-là, l'eau qui se refroidit va former les nuages avec la condensation. Il se passe aussi la même chose avec la transpiration. Et là, ça peut être la transpiration des arbres ou la transpiration des êtres vivants. Donc, les arbres, tout comme nous allons perdre une partie de notre eau qui va aller dans les nuages. Donc, la transpiration, c'est la même chose. Donc, c'est comme un type d'évaporation plus précis, en fait.
Donc, une fois que il y a eu transpiration, il y a eu évaporation et que tout ça s'est condensé sous forme de nuages, nous allons avoir des précipitations. Donc, à ce moment-là, les précipitations, ça peut retomber sous forme de pluie, de neige, de grêle, etc. Mais c'est en fait cette vapeur d'eau-là qui s'est condensée et qui retombe finalement sur Terre sous différentes formes. Une fois que l'eau retombe, elle va retourner, il y a deux possibilités. Soit qu'elle retourne directement dans les lacs, les rivières ou les océans. Donc, en fait, soit qu'elle retourne dans des eaux de surface, qu'on appelle, ou encore qu'elle va s'infiltrer dans le sol. Donc, quand on parle d'infiltration, ça veut dire que de l'eau qui va pénétrer dans le sol et qui va aller dans les nappes phréatiques. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un 30% de l'eau douce qui était dans les nappes phréatiques. Donc, les nappes phréatiques, ce sont des eaux qui sont souterraines et elles vont se déplacer tranquillement dans les souterrains pour aller rejoindre éventuellement soit un lac, une rivière ou un océan à son tour. Donc, soit l'eau va s'infiltrer ou soit l'eau va ruisseler, donc en allant dans un lac, une rivière, un ruisseau ou dans l'océan. Donc, l'eau qui ruisselle à la surface va finir par se déplacer pour se rendre jusqu'à l'océan. Et là, le cycle recommence. Donc, l'eau qui est sur Terre va finir par s'évaporer, se condenser, se précipiter, etc., etc. C'est pour ça qu'on appelle ça un cycle. C'est que ça recommence continuellement depuis des milliards d'années. Nous avons justement ici la définition du cycle de l'eau. Donc, on vous dit que c'est un phénomène de renouvellement constant de l'eau sur la Terre. Donc, l'eau circule entre la lithosphère, l'atmosphère, la biosphère et l'hydrosphère. Et vous avez une image qui représente ça ici en bas. Donc, ça revient à la même type d'image que vous aviez en haut avec nos lacs et nos rivières. Donc, ça conclut ce chapitre-là. À la prochaine.